Merci beaucoup. La parole est à Bernard Chez. Monsieur le Président, messieurs les directeurs, dans un contexte international marqué par une montée des tensions géopolitiques et une multiplication des crises, la diplomatie française se trouve souvent en première ligne pour tenter de prévenir les conflits et en atténuer les conséquences. Comment analysez-vous aujourd'hui l'articulation entre l'action diplomatique française et l'intervention de nos forces armées sur les théâtres internationaux? Pensez-vous que cette complémentarité est suffisamment fluide et efficace, et y a-t-il encore des marges de progression dans cette coordination? Par ailleurs, quel rôle spécifique jouent, selon vous, des institutions comme les vôtres, l'IFRI et l'IRIS, dans ce processus, que ce soit dans leur capacité d'analyse, dans vos qualités d'analyse prospective, stratégique, et dans vos contributions à l'anticipation des crises? En d'autres termes, comment pouvez-vous contribuer de manière plus intégrée aux décisions politico-militaires? Voilà, je vous remercie. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les directeurs, la hausse de la conflictualité entraîne, et vos graphiques le démontrent parfaitement, aussi une hausse budgétaire. Et c'est sur un point spécifique qui a été abordé à plusieurs reprises que je souhaiterais m'attarder, celui de la cyberdéfense. Nous avons aujourd'hui trois principes de défense dans matière cyber: défensive, offensive et d'influence. Et sur ce dernier aspect, celui qui relève plutôt du sharp power, je vous rejoins sur le fait qu'on est peut-être un petit peu démunis. Ça a été évoqué par nos collègues préalablement, Guillaume Garot notamment, vous y avez répondu. On a aujourd'hui au niveau européen des moyens d'action qui sont déployés, mais qui se résument plutôt à des guides de bonne pratique. Le ministère des Armées a aussi édité en 2024 un guide contre la désinformation, mais ces dispositifs, bien qu'ils soient utiles, paraissent peut-être ne pas être à la hauteur des campagnes de déstabilisation menées par des puissances étrangères sur notre sol ou à l'étranger. L'exemple des usines à troll ou de Russia Today, qui est encore aujourd'hui accessible, le démontre. Donc dans ce contexte, quel regard portez-vous notamment sur les moyens dédiés, aussi bien financiers que législatifs, à la cyberdéfense en France, aussi bien à l'échelle de notre pays qu'en analyse comparée? Merci. La parole est à Alexandre Dufossé. Merci Monsieur le Président, messieurs les directeurs. Le président chinois affirme régulièrement que l'objectif de rétablir la souveraineté de la République populaire de Chine sur l'île de Taïwan est non négociable et passera au besoin par des moyens militaires. Mais au-delà, c'est toute la zone pacifique de l'Empire du Milieu semble vouloir convoiter, depuis la mer de Chine du Sud jusqu'aux îles Fidji. Dans cette zone, la France est présente, et l'un de ces territoires semble intéresser la Chine. Je veux parler de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, l'appétit des Chinois dans le Pacifique ne passe pas par les armes. Mais jusqu'à quand? Nous déplorons déjà des ingérences chinoises dans la vie politique calédonienne. D'où ma question. Au-delà des rivalités commerciales avec la Chine, devons-nous redouter un autre type de conflit avec ce pays dans des espaces français lointains qui pourraient convoiter? Merci. Merci. Et enfin, pour la dernière question, la parole est à François Ruffin. Merci, Monsieur le Président. Et merci à vous, messieurs les directeurs. Juste pour revenir sur quelques-unes de vos réponses et pour vous interroger sur la situation dans laquelle se trouvent les pays de l'Est, et c'est savoir si vous avez plus d'informations sur les choix qu'ils opèrent. À savoir que traditionnellement, ils se plaçaient sous le parapluie américain et, comme vous l'avez dit, avec là une importance qui prête aux questions de défense, d'une part du côté des vice-présidences dans l'Union européenne, mais aussi de la part du budget qui augmente dans ces pays-là, avec quelque chose de contrasté, parce que se placer sous le parapluie de l'OTAN, en un temps où les États-Unis tendent à se tourner plus vers le Pacifique que vers l'Atlantique, il y a une espèce de tension. Quel est le jeu qu'on peut jouer là-dedans enfin voilà, qu'est-ce qui se joue dans les diplomaties des pays de l'Est pour assurer leur défense? Est-ce que vous avez davantage d'infos sur ça? Merci beaucoup. À vous la parole, messieurs. Merci, monsieur le député, pour votre question. C'est très aimable à vous de vous intéresser au sort des instituts de recherche. Donc je saisis l'occasion, je suis sûr que Jean-Pierre aussi la saisira. Écoutez, en faisant un parallèle peut-être qui risque de choquer, les instituts de recherche français sont un peu dans la même situation que nos armées.
C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses avec très peu de moyens. Nous avons décroché en fait économiquement par rapport à la concurrence, qu'elle soit américaine, chinoise, des pays du Golfe ou de Russie et d'autres pays. C'est tout à fait clair, on peut regarder les budgets, nous avons décroché. C'est un environnement qui est un environnement très important parce qu'il est à la fois très coopératif et en même temps extrêmement compétitif, c'est-à-dire que c'est la bataille des idées. Et que ça se joue, n'y voyez pas de provocation de ma part en disant cela, mais ça ne se joue pas à Paris en fait. Donc la question pour les instituts de recherche, c'est leur capacité de projection. Et Jean-Pierre a eu une formule tout à fait intéressante dans l'usage qui a été fait de ces travaux en disant qu'il y a une influence possible à Bruxelles. C'est vrai, mais c'est beaucoup d'efforts. Et il n'y a pas que Bruxelles. Donc je pense que nous sommes en réalité aujourd'hui dans une situation qui est une situation un peu critique parce que nos concurrents et parfois partenaires sont beaucoup plus soutenus, notamment par leurs États ou leurs parlements respectifs que nous le sommes, et sont dans des logiques plus ou moins affichées, mais parfaitement affichées pour certains pays, de contrôle du narratif et du récit. Et ce récit est en train de changer de main. Et je pense que, de la même manière que les outils médiatiques sont très importants, il y a un segment propre au think tank qui est moins important économiquement et moins important en termes d'audience, mais qui l'est davantage en termes d'accès. Donc effectivement, merci d'attirer l'attention là-dessus. On avait eu cette discussion aussi dans le cadre de la précédente commission et je pense que Jean-Pierre sera d'accord avec moi pour dire que nous sommes évidemment ouverts à toute forme d'interaction avec le parlementaire. Sachez que les chercheurs de l'IFRI, j'imagine que c'est la même chose pour l'IRIS, ont pour mission en fait, de répondre à toutes vos invitations. Maintenant, l'intégration à la décision. C'est une question là aussi très délicate. Parce qu'il faut trouver la bonne distance avec les autorités publiques. À la fois une distance qui passe par la confiance. Moi, j'ai choisi l'IFRI à titre personnel parce qu'il y avait F dans l'IFRI, en choix d'orientation professionnelle. Et en même temps, de pouvoir dire des choses que les autorités publiques n'ont pas forcément envie d'entendre. Et là, on a des exemples de part et d'autre, de travaux qui sont plus ou moins bien reçus, mais qui peuvent s'avérer justes après coup. Voilà. Et donc la question, c'est la capacité du système à entendre la dissonance quand il n'a pas forcément envie de l'entendre. Voilà. Et je n'ai pas de réponse définitive sur ce sujet. La question sur la cyberdéfense qui a été posée, bon, on en a un peu parlé déjà, mais j'ajouterais quand même l'importance à mon avis, d'une prise de conscience qui s'est améliorée et de dispositifs, comme je le disais, qui se sont améliorés et qui s'expliquent, à mon sens, outre l'analyse de la menace qui peut être faite de manière lucide, aussi par le dynamisme et la force de certains groupes industriels ou d'acteurs du secteur. Ça s'explique aussi par ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une offre qui a été proposée pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le meilleur, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette question de la cyberdéfense est aussi le résultat de propositions de produits en la matière. La question sur la Chine et la Nouvelle-Calédonie. Bon, d'abord, je crois qu'il faut toujours rappeler que on peut être défait, on peut être perturbé sans être envahi. Que ce soit par la Chine, que ce soit par la Russie, que ce soit par d'autres puissances. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie suscite des convoitises. Je pense que nous avons tous constaté, évidemment, la très difficile période traversée, qui n'est pas finie sur le plan politique en Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'il ne faut pas expliquer ces difficultés très fortes qui sont les nôtres par l'action extérieure. Ce sont des actions extérieures. Vous mentionnez celle de la Chine, on peut mentionner celle de l'Azerbaïdjan, qui savent utiliser, en réalité, nos propres déficiences. Je pense qu'on ne peut pas tout expliquer par l'influence extérieure. Et que par ailleurs, il n'y a pas que la Chine qui s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, les États-Unis s'y intéressent évidemment pour des raisons là aussi stratégiques dans la perspective générale que vous indiquiez. Dernière question, monsieur le député, donc sur les pays de l'Est. Je pense qu'il y a trois choses à dire. Pour ces pays, et donc je me concentre sur Malte et Pologne, même si parce que ce sont probablement ceux qui ont le plus de constance dans leur effort diplomatique et militaire. Pour ces pays, il y a une forme de revanche de l'histoire, en fait, qui consiste à dire c'est l'Occident kidnappé, pour reprendre la formule de Kundera,
Et ce sont des pays qui se sont précipités vers les structures euro-atlantiques pour enfin sortir de l'influence russe. Et qui sont prêts, dans le discours, alors, avec les limites peut-être dans la traduction budgétaire exprimée par Jean-Pierre, mais qui sont prêts et qui fournissent leur propre effort de défense dans le cadre de l'OTAN. Et moi, ce qui m'apparaît très clairement, c'est que ce sont des pays, si l'OTAN devait être fragilisée par un tweet du président Trump réélu, se précipiteraient à Washington pour avoir des sécurités de garantie bilatérales et qui y travaillent en permanence. Tout comme d'ailleurs les nouveaux pays entrés dans l'OTAN. Donc ça, je pense qu'il faut toujours le garder à l'esprit. Et puis, deuxième élément sur ces pays, ce sont des pays qui ont très mal vécu nos positions, nos déclarations intempestives en 2003, en 2004, au moment de l'élargissement. D'ailleurs, déclaration, je pense à celle du président Chirac sur qu'ils se taisent, au fond, à propos de leur soutien à l'intervention anglo-américaine en Irak, et propos corrigés 20 ans après par le discours du président de la République à Bratislava. Ces pays ne se sont pas trompés sur la réalité de la menace russe. Et donc il y a des cadres, à mon avis, très importants sur lesquels il faut travailler en termes diplomatiques, comme le cadre Weimar entre Paris, Berlin et Varsovie. Et dernière notation plus politique, peut-être que vous avez relevé, en tout cas moi je l'ai relevé dans le dernier entretien accordé par le ministre Sikorski au Monde en mi-septembre, cette formule qui nous renvoie aussi à l'attitude qui a pu être la nôtre vis-à-vis d'eux, en disant que nos problèmes actuels politiques, peut-être, nous font perdre notre complexe de supériorité vis-à-vis de ces régimes. Alors sur la Nouvelle-Calédonie, je n'aurais rien à ajouter, c'est parfait. C'est ce qu'a dit Thomas Gomard. Sur la question des instituts de recherche, je vais ajouter un chiffre. Le chiffre, c'est le financement des instituts de recherche sur les relations internationales et stratégiques entre France et Allemagne. France, c'est 10 millions d'euros. Allemagne, c'est 25 millions d'euros. Cherchez l'erreur. Enfin, qui normalement se présente comme ayant une action internationale, la France ou l'Allemagne? Donc là, il y a véritablement, il y a quand même un problème. Et ce problème, il ne date pas d'hier, on le répète chaque année. Et je ne vous cache pas que vous aurez sans doute le projet de budget bientôt. Notre crainte, c'est que la ligne budgétaire, parce que c'est le ministère des Armées qui a la ligne budgétaire la plus importante, sur des contrats d'études, hein, pas sur des, c'est pas des subventions. Hein. On est tous en appel d'offres, donc on est en compétition et donc on est, j'ai envie de dire, on n'est pas subventionné sans rien faire. Hein. On est extrêmement dynamique, si vous voulez. Et donc ça, c'est un souci. Un think tank, c'est une PME. Moi, Thomas Gomard aussi, on est à la tête d'une PME. Une PME, on a un marché. On a des salariés, on est responsable vis-à-vis de nos salariés, on a un budget. Notre budget en fin d'année, il faut qu'il soit positif. Sinon, on met la clé sous la porte. Hein? Alors ça pose d'autres problèmes, parce que comme c'est un marché, si vous n'avez pas de contrat sur le marché, ben vous abandonnez le secteur. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 2013-2014 sur le Sahel, en n'ayant plus de spécialistes de l'Afrique, en France. Ou sur la Russie. Ou sur la Russie, voilà. Ce qui est quand même un problème. Moi, je sais que j'étais allé en Allemagne, justement en 2014, on faisait une étude « Soutien à la pensée stratégique pour le ministère des Armées ». Je vais au ministère des Affaires étrangères allemand. Les Allemands me disent « Ah ben après la Libye, on a décidé d'avoir des spécialistes de tous les domaines », parce qu'ils n'avaient pas. Donc, vous avez une politique à ce niveau-là allemande, vous n'avez pas de... Enfin, je me suis désolé, mais la politique française, elle est insuffisante sur le sujet. Hein. Alors après, on va regarder ailleurs. Hein. On travaille pour le ministère des Armées, pour le ministère des Affaires étrangères, dans la logique qu'a indiqué Thomas Gomard. Après, nous, on va chercher des crédits dans le privé, à l'Union européenne, etc., etc. Sur les pays de l'Est, ce sera le dernier point, sur les pays de l'Est, moi, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut faire attention dans la période actuelle, c'est de leur dire, OK, on est derrière vous, on vous a compris, mais attention, l'Europe, ce n'est pas uniquement la menace russe. Il faut qu'ils aient une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'Union européenne et ne pas se focaliser uniquement sur cette question-là.
il faut les sortir de cette idée. Et je pense qu'à un moment, parce qu'à un moment, il faudra bien arriver quand même à une table de négociation. Et à la table de négociation, ce ne sera peut-être pas exactement ce qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, mes chers collègues, pour ces questions très riches. Merci, messieurs, pour ces réponses très complètes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée.